Le respect et la reconnaissance, c'est MAB. Nova, c'est le respect et la reconnaissance à un groupe dont il est l'incarnation majeure avec Jean-François, qui a permis à cette radio d'exister. Quand j'ai appris la mort de Michel-Antoine, donc tôt mardi matin, et Claudine m'a appelé parce que je suis malade. Et elle ne voulait pas que ça m'affole. Et j'ai dit bon, ok. Et j'ai tout de suite appelé ici en disant Michel-Antoine est mort, faites quelque chose. Et la réponse, c'est en off ou en on, mais il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, les gens habitent avec leur propre histoire et qu'ils la reconnaissent. Ça a été, maintenant on ne peut rien faire parce que les gens de la radio ne le connaissent pas. Qu'est-ce qui fait nos fondements? L'endroit où nos racines sont, dans l'esprit d'innovation, d'expertise, d'intelligence, de grammaire, du texte et du son, d'ouverture, de métissage. Où est cette matrice? Où est notre constitution commune? Chez Michel-Antoine et chez Jean-François Bizot. Elle est là. C'est nos pères fondateurs. Donc, si les gamins qui sont ici aujourd'hui dans ces meubles ne savent pas qui est Michel-Antoine, c'est grave. Il faut travailler pour qu'ils se réapproprient cette part de leur propre destinée. Enfin, quand j'ai lu l'ours d'Actuel avec les noms, le seul nom que je connaissais, c'était Michel-Antoine Burnier. Pourquoi? Parce que j'étais un très fidèle fan d'Acier de la Vigerie et lecteur de l'Événement. Donc je connaissais Michel-Antoine Burnier par l'Événement. Et le fait qu'un type de cette génération-là, de ce courant de pensée-là, avec un type comme Dastier qui se revendiquait de Gaulle, soit un des deux numéro 1, si on peut dire, d'un journal comme Actuel, c'était déjà une espèce de grand écart. Et en même temps, c'est un grand écart très séduisant, que des intellectuels de cette envergure, parce que vraiment dans l'Événement, c'était des pointures, hein, c'était des gens, ils n'écrivaient pas pour écrire des choses futiles, ils écrivaient, c'était un journal sérieux quand même, l'Événement, mais c'était un journal assez iconoclaste quand même très iconoclaste pour l'époque, et on voit bien maintenant, je vois très très bien la continuité, il ne pouvait finir qu'à Actuel, Michel-Antoine. Et donc, qu'il puisse y avoir ce mélange de gens qui venaient d'horizons politiques différents, il y avait des trotskistes, il y avait des Anna, il y avait des Mao, il y avait des pas encartés du tout, il y avait des homos grandes folles, pas forcément dans les 7, mais autour. Il y avait Noël Godin, l'entarteur, hein, qui signait Léon Dingo. Il y avait tout un tas de types que je ne connaissais pas du tout, que j'ai connus soit à cette époque, soit beaucoup plus tard. Et ce mélange-là était vraiment extrêmement excitant. Comme ils adorent la bande dessinée, que sans me vanter, je sais dessiner, ils sont ravis parce qu'ils ont un mec, tout d'un coup, comme ça, qui peut tout faire. Alors ils me disent, fais-nous Spirou vieux, fais-nous Tintin à poil, fais-nous les Dupont en train de se... je sais pas quoi. Et je fais tout, donc ils sont hyper contents. On sortira 2 albums, ces parodies, dont Michel-Antoine, qui est un grand fan de Tintin, aidé de Paty Rambaud et de moi, compose des histoires. Et en plus, non seulement on fait des parodies, on s'inspire un peu du National Lampoon, mais plein, mais en plus on fait des parodies en rapport avec d'autres parodies, c'est-à-dire doublement référencées. Par exemple, quand on fait Tarzan, on fait le Tarzan de Bjørn Hogarth, super bien dessiné, mais au lieu qu'il soit élevé par des singes, par exemple, il était élevé par des poules. Pourquoi? Parce que c'était l'écologie, le Larzac, tu vois, donc on faisait Tarzan chez les poules. Et voilà, tout a été fait comme ça. Tintin, c'était le sexe, puisqu'évidemment il n'y avait pas dans Tintin, la libération sexuelle. Donc chaque parodie avait une triple étage. D'une façon générale, Michel-Antoine Burnier, que j'ai surtout connu les dernières années de sa vie, on s'est vraiment retrouvés à la mort de Jean-François Bizot, et on a découvert qu'on était voisins, donc on s'est beaucoup fréquentés. Il m'a aidé pour ce travail sur la guerre d'Algérie, et on a beaucoup parlé. Mais ce que je dirais de lui,
de particulier, il avait un talent particulier pour brancher, pour bien orienter le rétroviseur de l'histoire. Chaque fois qu'on parlait avec lui, il orientait le rétroviseur en fonction d'un faisceau d'expériences historiques qu'il voulait convoquer pour traiter du sujet dont on discutait, qui pouvait être le bac de nos enfants, la déliquescence de l'éducation nationale ou le coup d'État du 19 juin 1965 par lequel Boumedienne a pris le pouvoir à Ben Bella, qu'il connaissait aussi très bien. On a parlé de toutes sortes de sujets et j'ai toujours été très frappé par cette capacité de former un rétroviseur. C'est-à-dire qu'on sortait, on restait quelquefois 4 heures à boire des macons et à fumer des Dunhill ou à rouler des cigarettes. C'était toujours... le temps n'existait pas parce qu'on gagnait du temps avec Burnier. On gagnait du temps parce que sa relation avec l'histoire, avec le passé et avec l'histoire et avec le présent était une façon fantastique de faire gagner du temps. Et on sortait de là, enfin moi je suis toujours sorti de mes entretiens, de mes rendez-vous avec Burnier, totalement, je me sentais plus lucide et plus déterminé. Nous étions tous les deux membres d'un réseau, mais nous ne nous connaissions pas. Ce qui est le principe des réseaux clandestins. C'était dans les dernières années de la guerre d'Algérie. Et je croise ce garçon, notre chef de réseau qui était Henri Curiel, nous avait dit surtout rien qui puisse permettre de distinguer l'identité, le cloisonnement et l'anonymat étant la règle, comme dans la résistance. Et alors je vois ce garçon et je ne sais plus quel était son pseudo. Moi, je me souviens du mien. Je m'appelais Vincent. On se croise 2 ou 3 fois. On ne sait pas trop ce que... Mais on se voit quand même. On s'est rencontrés. Ça devait être l'hiver 1960. Et puis la guerre d'Algérie a enfin... vu son terme, et là on s'est rencontrés. Tu t'appelles Michel-Antoine Burnier, je m'appelle Jean-Paul Ribes, il était à Sciences Po, j'étais à la fac de droit et au Langso. On a sympathisé, on avait ce parcours commun, et c'est à partir de là qu'on a appris à se connaître. Je travaille sur Staline, et Staline c'était un des sujets sur lesquels lui-même travaillait quand je suis rentré à l'Action d'ailleurs. Il venait d'écrire le testament de Sartre, et Sartre commençait, il s'est retrouvé face à cette réalité qui était Staline, l'erreur, va-t-il accepter l'erreur, fallait-il en parler? Et Michel-Antoine avait écrit le testament, le faux testament, ou le vrai testament, ou celui qu'il aurait pu écrire et qu'il n'a pas écrit. Et après, je suis parti en Union soviétique à l'époque, et puis ensuite en Russie, et depuis, ça ne m'a jamais quitté. J'ai appris le russe, et j'ai appris à essayer de comprendre ce qu'était un État totalitaire, mais comment s'en libérer, comment sortir de l'ornière, comment de l'état d'esclave devenir un homme libre, en définitive. Donc ça fait partie aussi de l'enseignement. Ce mec était habité par Tintin, Spirou, des trucs quand même, bon voilà, à 40 ans, on a été secrétaire de Sartre et tout, hein, c'est curieux quoi. Bon, moi je me rends compte que Corto Maltese me poursuit, alors voilà, mais lui c'était Tintin, mais au point de connaître toutes les répliques, d'être des citations, et on parlait comme ça, et puis voilà, donc avec Léon, ils n'arrêtaient pas de rire de ça, mais le côté potage, c'était toute cette bande, hein. Ils étaient, mais starbés, quoi. C'est-à-dire qu'on peut être dans les trucs les plus sérieux, et tout coup, il y en a un qui dit une connerie, et c'est fini, ça dure 2 heures. Il n'y a plus de réunion, il n'y a plus rien. Ce besoin, cette espèce de meute, c'est vraiment la génération du premier actuel, ça. Ils étaient à des niveaux de gaminerie,
C'était limite touche pipi, de prout, c'était assez surréaliste, quoi. Il y avait plus que petit garçon, je dirais, c'était aussi un côté salle de garde. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur des trucs lourds. Voilà, on était vraiment sur du sérieux. Les Actuels faisaient le tour du monde en permanence, et donc on ramenait des histoires qui étaient de l'aventure, mais qui étaient aussi du grave. Et donc il y a ce besoin de décompresser. On savait tous, en revenant de reportage, que le grand moment, c'était de raconter à tout le monde. Et que c'était, voilà, 10 jours avant le bouclage, on arrivait chacun un par un d'un avion. Et alors moi j'ai vécu ça, il fallait que ce soit tous plus extraordinaires les uns que les autres. Mais d'abord pour nous, pas pour le lecteur, on vivait des aventures de fous.